Un très grand merci de m'avoir invité. Je vais être euh, très direct en description de mes diapos parce que bien évidemment, il y a des personnes avec des soucis visuels. Donc, je vais décrire un petit peu ce que je montre. Euh, donc, d'abord, je vais vous introduire très rapidement, comme Audrey a déjà fait un très bon job de décrire ce que est en fait la rétine. La rétine, donc, papier peint à l'intérieur de nos yeux qui traduit la lumière en électricité. Et c'est cela qui est la rétine. La fonction de vision, c'est vraiment de traduire la lumière, les rayons lumineux en langue que comprend notre cerveau, et ça, c'est l'électricité. C'est fait par nos photorécepteurs, comme disait Audrey. Nous avons des bâtonnets pour la nuit, des cônes pour la journée, et puis dans la rétine encore, comme la lasagne, comme disait Audrey, il y a quelques cellules encore et finalement, les cellules vont former le nerf optique avec les cellules à l'intérieur de la rétine. Les cellules à l'extérieur, vers l'extérieur de l'œil, dans la rétine sont les cônes et les bâtonnets. Juste en dessous des bâtonnets et des cônes se met l'épithélium pigmentaire. Ça, c'est donc une couche qui est très importante, des cellules qui forment pas d'électricité, c'est le boulot des bâtonnets pendant la nuit, les cônes pendant la journée, mais les cellules de l'épithélium pigmentaire sont très importantes pour le bien-être de la rétine. Et c'est quelque chose dont on va parler un petit peu plus. En total, un être humain a 2 fois 20 000 gènes, un petit peu plus que cela, dont actuellement 316 gènes sont connus pour la rétine. Et donc, une faute, soit dans une copie, soit dans les 2 copies d'un gène, provoque une condition qui touche, dans la plupart des cas, les cellules photoréceptrices, donc des bâtonnets et des cônes, des cellules qui ont une forme de cône ou une forme de bâton, ou l'épithélium pigmentaire, ou les 2 types de cellules, donc les photorécepteurs avec les cellules de l'épithélium pigmentaire. Quand on fait une réflexion sur ce qui est la population du monde actuel, c'est presque 8 milliards d'individus. Et avec les Chinois et les Indiens, ça va très vite parce qu'il y a beaucoup de bébés nés par jour. C'est inouï, on peut le suivre sur Internet. Si vous êtes intéressé, il faut juste taper World Population et on peut voir ce que fait les changements de la population. Mais en tout cas, si on pense qu'une personne sur 1400 personnes souffre d'une condition qui est héréditaire et qui touche la rétine principalement, on parle quand même de plus que de 5 millions d'individus dans le monde qui souffrent d'une telle condition. Et là, en fait, la plupart des personnes souffrent donc d'une condition rétinienne qui touche les cellules à l'extérieur de la rétine, qui sont les photorécepteurs, les bâtonnets pour la nuit, les cônes pour la journée et l'épithélium pigmentaire juste en dessous. Là, en fait, euh, on est quand même actuellement euh, avec 300, confronté avec 316 gènes, comme je disais auparavant. Mais donc, en l'année 90, c'était la première fois qu'un gène a été décrit, c'est le gène de la rhodopsine, qui est responsable, ou des mutations dans la rhodopsine, sont responsables pour une rétinite pigmentaire. Donc, c'était Tadeusz Drejja de Harvard University qui l'a décrit, donc c'est assez récent quand même. Immédiatement, vous pouvez déduire mon âge si je dis que 90 est récent quand même. Mais là, en fait, je n'ai plus de secret. Je vais vous parler un petit peu d'un modèle de pathologie de la rétine qui s'appelle l'amorose congénitale de Leber. L'amorose, ça veut dire qu'une personne ne sait pas bien voir dès la naissance, parce que congénital, c'est dès la naissance,
Et M. Leber, qui était Theodor Leber, un Allemand, qui l'a décrit en 1869, a décrit donc cette pathologie pour la première fois, où M. Leber disait que l'enfant ne voit pas bien ou ne voit pas du tout dès la naissance. Les yeux vont bouger de façon incontrôlée, ce qu'on appelle un nystagmus. Quand on regarde dans le fond d'œil, comme disait Audrey, on peut évaluer la rétine et l'aspect de cette rétine peut être normal ou peut être bien touché, bien anormal. Ça dépend du type de pathologie dans le groupe de amorose congénitale de Leber. Quand on mesure la fonction électrique, là, en fait, il y a presque rien ou rien que l'on peut observer. Et la plupart des patients est touchée par une forme qui est autosomique récessive. Ça veut dire que le patient, la patiente, n'est touché qu'au moment où deux copies fautives sont présentes dans cette personne. Les parents sont des porteurs qui ne savent pas que eux, ils sont des porteurs et par hasard, ils ont passé dans la spermatozoïde et dans l'ovule la mauvaise copie tous les deux. J'ai devant moi ici une liste de 24 gènes déjà connus pour l'amorose congénitale de Leber seulement. Donc, le groupe de pathologie de la rétine qui fait que l'enfant ne voit pas ou ne voit pas bien dès la naissance, ce groupe est causé par déjà 24 gènes et on connaît à peu près pour 70% des patients le gène, donc ça veut dire qu'il y a beaucoup plus d'autres gènes à découvrir. Devant moi, j'ai un cartoon ici, un dessin que j'ai fait pour indiquer où fonctionnent les produits encodés, les protéines encodées par les différents gènes impliqués dans l'amorose congénitale de Leber. Et là, en fait, vous voyez que il y a des gènes qui fonctionnent au niveau de l'épithélium pigmentaire, il y en a beaucoup plus qui fonctionnent au niveau des bâtonnets et des cônes, mais dans des structures différentes de ces cellules. Donc, ce que je veux dire ici, c'est les causes peuvent être très différentes, mais le résultat, c'est le même. C'est que la rétine, finalement, ne traduit pas de lumière en électricité ou quand même ne pas bien. C'était notre ami, Monsieur Christian Hamel, qui a formé partiellement Audrey, qui était ami à Audrey et à tout le monde. Et en fait, dans l'association Retina Pigmentosa, et c'était un ami proche de moi également, on l'a perdu malheureusement il y a quelques années. Mais c'était lui, Christian Hamel, qui a décrit le gène RPE65. Et je vais vous parler un petit peu, comme le but est de parler de la thérapie génique, du Luxturna. Et le Luxturna, c'est un produit qui ne fonctionne que si vous êtes touché à cause du fait que de la part de maman, de la part de papa, vient une mauvaise copie de ce gène, une copie d'RPE65 de maman avec une mutation ou faute, et la même chose avec une faute, soit la même, soit une différente faute de papa. Et là, en fait, pourquoi est-ce que nous avons commencé avec ce gène? Ce n'est pas parce que c'est une condition qui est fréquente. C'est vraiment une condition qui est infréquente. On a à peu près 11,7 millions de Belges et on connaît à peu près entre 25 et 30 patients en Belgique avec cette condition. Mais la condition est bien connue comme étant une condition où il y a une fenêtre dans le temps pendant que l'enfant est né et l'enfant ne voit pas bien ou du tout, mais la plupart d'entre eux voient quand même quelque chose. Et puis, à un certain âge, on a une dégénérescence, le commencement d'une dégénérescence, c'est-à-dire une perte de qualité de cette rétine. Et là, en fait, on a une fenêtre de temps où on peut agir, on peut influencer cette rétine qui n'est pas encore dégénératrice, mais qui ne fonctionne pas. Et d'autre côté, on avait également la possibilité d'utiliser des modèles chiens. On avait deux types de chiens qui
spontanément, avait développé la même condition que chez l'être humain. Donc, on avait quand même pas seulement des souris, mais également un modèle d'animaux qui est plus proche à l'être humain. Bon, qu'est-ce qu'on avait fait? On avait traité les chiens et comment? Avec une thérapie génique. Et une thérapie génique, euh, en bref, c'est vraiment donner à la cellule cible qui en a besoin une nouvelle copie du gène dont la cellule a reçu de la nature de mauvaises copies dans ce cas-ci. Et donc, on n'a pas besoin d'une bonne copie de ce gène dans des cellules des muscles ou de la peau, mais non, on a besoin d'une bonne copie, au moins une bonne copie de RPE65 dans l'épithélium pigmentaire. L'épithélium pigmentaire a besoin d'une bonne copie de ce gène et on peut injecter en dessous de la rétine, ça veut dire entre l'épithélium pigmentaire et les photorécepteurs, on peut séparer les deux, on peut séparer les cônes bâtonnets d'un côté et les cellules de l'épithélium pigmentaire de l'autre côté. Avec une petite aiguille, on va injecter une petite bulle de liquide qui contient des milliards de virus. Et c'est comme ça qu'on le fait. Mais qu'est-ce que fait l'RPE65 en fait? Vous avez certainement entendu votre maman dire il faut manger ces carottes, c'est bon pour les yeux. Et presque toujours, les mamans ont raison. Et là, en fait, on recycle à chaque fois quand on utilise, on peut même dire use de la vitamine A dans le processus de traduction de lumière en électricité, on use la vitamine A. La vitamine A va changer d'une forme active qui est utilisée dans le processus changer la lumière en électricité et c'est jeté dehors des bâtonnets ou des cônes vers l'épithélium pigmentaire. Et cette forme usée, inactive, va être prise par l'épithélium pigmentaire, va être prise par l'épithélium pigmentaire et va être recyclée à ce niveau-là, dans la cellule de l'épithélium pigmentaire, sur base d'une bonne protéine RPE65. Donc, l'RPE65, c'est une protéine qui aide à recycler la vitamine A d'une forme inactive vers une forme active. Et à chaque fois, ça se fait de millions ou de milliards de fois par seconde même quand on se parle maintenant. Et pour les gens qui voient l'écran, là, en fait, vous traduisez constamment la lumière en électricité et il y a constamment un recyclage de vitamine A usée au niveau des photorécepteurs et recyclé au niveau de l'épithélium pigmentaire. Et c'est comme ça que je disais déjà auparavant que l'épithélium pigmentaire est une cellule qui est certainement très importante pour le bien-être de la rétine, pour le bon fonctionnement de cette rétine. Quand on regarde dans le fond d'œil d'une personne avec une mutation dans les deux copies du gène RPE65, au début, le fond d'œil a un aspect normal. Mais comme Audrey disait, il y a des imageries spéciales que l'on peut utiliser, dont est, comme elle disait, l'autofluorescence, l'imagerie à l'autofluorescence. Et là, en fait, c'est une photo très spécifique et ça donne presque pas d'image avec cette technologie. C'est très typique pour la condition que c'est très difficile d'obtenir une bonne photo avec ce type de photographie. Bon, alors en 2001, Madame Bennett, et pour les gens qui peuvent voir l'écran, je vais décrire pour les autres, vous voyez deux petits chiens, ce sont des jumeaux, tous les deux nés avec la condition amorose congénitale de Leber due à deux mutations dans l'RPE65. Il y a un grand chien qui est normal. Et là, en fait, vous voyez un chien, un jumeau qui a été traité et l'autre pas. Et l'autre va agir comme un chien assez aveugle. L'autre chien joue comme le grand chien qui est tout à fait normal. Et je me souviens que tout le monde se levait quand Madame Bennett a montré ce vidéo
au congrès le plus large en ophtalmologie aux États-Unis en 2001. C'est vraiment un moment énorme parce qu'on avait prouvé que l'on pouvait, par thérapie génique, influencer la qualité et normaliser chez le chien même, normaliser euh, la fonction de la rétine. Je ne vais pas entrer en détail pour les diapos qui suivent, c'est juste une prothèse pour ma mémoire, juste pour vous dire, il y avait d'abord des études chez les chiens, et puis on a, en 2008, publié les premiers résultats des essais thérapeutiques effectués chez l'être humain. Donc les chiens, et puis après, l'FDA, qui est le corps régulatoire aux États-Unis, avait dit oui, vous pouvez en fait essayer de traiter l'être humain. À Londres également, on avait fait une étude, plusieurs études qui avaient démontré en total, il y avait 98 patients en total en Israël, en France également, on avait pu montrer que ça aide, qu'il y a une amélioration de la vue. Euh, Petit détail important, c'est que les chiens avaient été traités très tôt après leur naissance, là où l'être humain n'était pas traité avant l'âge de 8 ans. Hein. Donc, il y avait quand même une différence et l'être humain va certainement établir l'aspect visuel d'une personne, s'établit avant l'âge de 8 ans, bien évidemment. Donc, on n'était pas comme chez les chiens très tôt chez l'être humain. Mais quand même, ça aidait. On avait des résultats quand même impressionnants. Et moi, j'ai participé à l'étude qui a finalement donné ce qui s'appelle maintenant Voretigene neparvovic ou Luxturna. Ce mot dernier est beaucoup plus facile, mais le Luxturna s'est développé quand on regarde, dès le moment où M. Christian Hamel avait décrit le gène en 97, jusqu'à 2017, on a travaillé pour développer cette première thérapie génique. Donc, il y avait 20 ans pour ce développement. Je ne vais pas entrer en détail, ce que je montre ici comme diapo, également une prothèse pour ma mémoire, c'est que finalement, après les études initiales, on a fait des essais thérapeutiques, un essai thérapeutique qui était vraiment pivotal, c'est-à-dire qu'avec les résultats de cette étude bien contrôlée, avec 29 patients en total, dont 20 ont été traités au début et 9 devaient attendre un an, avec les deux groupes, les 29 en total, on a pu montrer que dans un plus large groupe de patients, on avait un effet qui a pu, qui a permis, qui nous a permis en fait d'aller voir les gens à l'FDA aux États-Unis et au European Medical Agency, donc l'agence médicale européenne, de dire, voilà, ici, vous voyez les résultats de notre étude, pourriez-vous être d'accord que l'on introduit cette thérapie génique qui est un virus, des milliards de virus, 150 milliards de virus, dans un petit volume, une goutte d'eau, 300 microlitres. Pourriez-vous être d'accord que l'on introduit ça sur le marché ou dans le marché comme traitement pour cette cécité dès la naissance? Et là, en fait, je vais vous peut-être dire quelque chose sur des mesures de résultats que l'on a utilisées dans les essais thérapeutiques et je ne vais pas décrire trop en détail. Ce n'est pas le but de notre soirée ici, mais quand même, je vais mentionner ce qu'on avait dû inventer. C'était un test très spécial parce qu'on voyait que l'acuité visuelle, la possibilité, l'aspect de pouvoir voir les lettres sur un écran, comme vous faites chez l'ophtalmo en général, ça, on ne voyait pas vraiment avec ce traitement qui avait beaucoup d'améliorations. Il y avait des patients où on voyait une amélioration, mais il y en avait d'autres où on ne voyait pas vraiment un changement dans le bon sens. Mais ce qui
était étonnant, c'était que les rétines des patients traités étaient tellement plus sensibles à la lumière qu'une telle personne ne savait pas naviguer dans une pièce euh, sombre avant le traitement et après, pendant la nuit, la personne pouvait vraiment parfaitement naviguer dans la rue sans aucun problème. Donc, il y avait une augmentation de la sensibilité de la rétine après notre traitement sans qu'il y ait vraiment une bonne amélioration de l'acuité visuelle. Et donc, on a dû inventer un test qui était une sorte de mesure de résultat qui s'appelle Multiluminance Mobility Test, un test qui testait la mobilité avec plusieurs intensités de luminosité dans la pièce où on faisait le test. Et on avait développé ce test, on a dû faire ratifier ce test. C'était très difficile et c'est partiellement la raison pour laquelle notre développement a pris un tel temps. Et je montre ici pour les personnes qui peuvent les voir sur ce diapo deux parties qui montrent qu'un score obtenu par la personne qui naviguait d'une position vers l'autre avec de différentes intensités de luminosité dans la pièce, ce score vraiment augmenté de façon spectaculaire dans le groupe traité initialement en vert ici, et également après un an dans le groupe traité après un an. Et c'est spectaculaire, mais ce n'est pas très sexy. Ce que je montre ici, pour les gens qui peuvent le voir, je montre deux vidéos de la même personne. C'est une jeune fille de chez nous à Gand qui a été traitée à Philadelphie. Du côté gauche, vous voyez que cette personne, cette jeune fille, va naviguer ou essayer de naviguer dans un tel test de navigation avec une luminosité de 4 lux. Et elle touche, elle tombe presque à un certain moment. De l'autre côté, vous voyez cette même personne, même test, mais pas identique, bien évidemment, parce qu'elle est intelligente, elle peut bien évidemment déduire un petit peu. Donc, c'était un autre test, mais très similaire. Elle a déjà fait tout le test après un an de traitement. C'est spectaculaire comment vous pouvez voir des deux vidéos que l'augmentation de la sensibilité à la lumière est claire. Hein. Donc là, en fait, l'acuité visuelle, comme je disais, se démontre ici sur ce diapo, n'a pas changé. Ce qui a changé, c'est la largeur des champs visuels, euh, quand même de façon impressionnante également. Qu'est-ce qui était des effets nocifs ou des effets négatifs? On a vraiment fait une vitrectomie, c'est-à-dire on a enlevé le gel. Avant d'injecter dans la rétine, il faut enlever le gel et le remplacer par donc le corps vitréen, comme disait Audrey, et on a mis en place, au lieu du gel, de liquide physiologique. Et cette intervention s'appelle une vitrectomie. Et cette vitrectomie a quelques complications que l'on a vues également, mais on n'avait pas de complications extrêmes, et il n'y avait pas de complications de l'injection sous-rétinienne avec notre produit de thérapie génique. Donc, la thérapie génique en soi ne provoque pas de complications, ce qui est une bonne chose. Donc, on avait montré qu'il y avait une amélioration de sensibilité, que la personne pouvait naviguer beaucoup plus facilement et que le champ visuel augmentait en surface totale. Avec les résultats, on est allé à l'FDA. Vous voyez sur ce diapo, moi, avec une maman de deux patients et avec d'autres patients devant le FDA, le bâtiment de l'FDA aux États-Unis. J'y étais pour assister, de défendre notre thérapie développée à Philadelphie
et à Iowa comme deuxième centre. Et puis, en fait, j'y étais pour 23 heures aux États-Unis. Et donc, j'étais dans l'avion pour retourner en Belgique. Et déjà, sur écran, sur mon GSM, je voyais ce que vous voyez ici devant vous sur les diapos. Landmark therapy to treat blindness gets one step closer to FDA approval, ce qui veut dire que l'FDA, la commission qui devait ou devant laquelle on devait défendre cette thérapie, avait dit oui de façon unanime. Et puis, en décembre de 2017, finalement, ceci a été approuvé comme traitement pour les États-Unis. Cette même chose s'est déroulée à l'Agence médicale européenne en 2018, où j'ai également assisté dans ce processus. Et donc là, en fait, quand l'Agence médicale européenne dit oui, le processus de demander pour obtenir un remboursement par l'INAMI dans de différents pays doit se faire, et c'est cela qui dure bien évidemment. Parce que où est-ce qu'on en est? Quand même, en 2017, en décembre, on avait un oui de l'FDA aux États-Unis. On a traité en mois de mars 2018 déjà à Philadelphie. En Europe, c'était très différent. On avait une acceptation par l'IMA finalement le 23 novembre de 2018, et en mai 2019, la France était déjà en train de traiter, là où on a commencé, nous, à Gand, pour la Belgique, en mois de juin 2021. Bien évidemment, on avait le Covid, mais le Covid, c'est facile d'utiliser le Covid, bien évidemment, pour des délais. On injecte en dessous de la rétine, donc 300 microlitres. Qu'est-ce que ça obtient? Ce que vous voyez devant vous sur ce diapo, c'est l'augmentation. Donc, au-dessus, vous voyez des barres qui indiquent les sensibilités de 13 patients, en rouge pour les cônes, en bleu pour les bâtonnets, avant le traitement, et au-dessous, vous voyez, en dessous, vous voyez en fait les barres obtenues dans les mêmes patients, chez les mêmes patients après le traitement, et vous voyez que quand même, pour tous les patients, les barres sont plus hauts. De temps en temps, vous ne voyez pas de barres, c'était des enfants qui étaient pas intéressés en collaborer avec nous, bien évidemment, dans ce test qui exprime une sensibilité de la rétine. Vous voyez ici une petite fillette de 6 ans, et c'est elle, indiquée par les flèches, une augmentation de la sensibilité pour les cônes et pour les bâtonnets surtout. Vous voyez ici une dame qui a 42 ans, une personne qui est venue nous voir à Philadelphie. Elle était refusée à Harvard, à Boston. On l'a vu, sa rétine, comme vous voyez sur les clichés, est très dégénératrice. Mais quand même, au centre, comme avait montré Audrey, au centre, il y a un petit peu de la macula qui est préservée encore. On a traité et cette personne a augmenté, comme vous voyez ici sur les barres, elle a augmenté la sensibilité, elle était très heureuse, et bien évidemment, elle n'avait pas que de la perception lumineuse avant, après également, mais elle savait apercevoir de la lumière dans des circonstances beaucoup plus sombres après. Donc, en conclusion, nous avons un très bon effet à Philadelphie avec nos patients. Qu'est-ce qui est la longueur de l'effet de ce traitement? Parce que vous pouvez bien demander, est-ce qu'il faut retraiter? Est-ce que c'est juste une seule fois? Actuellement, c'est juste une seule fois. On a ici quelques données d'une étude phase 3 que j'avais montrée auparavant, qui nous a permis d'aller voir les gens à l'FDA et l'IMA. Et ici, vous voyez les résultats après 5 et 4 ans. Donc, le groupe traité initialement après 5 ans et le groupe
traité après 1 an, après 4 ans ici, et vous voyez les mêmes résultats. Hein, donc la sensibilité reste augmentée, le champ visuel reste augmenté, l'acuité visuelle ne change pas. Il faut contrôler de façon très agressive l'inflammation qui peut être provoquée par cette thérapie. Et c'est cela qu'on fait bien évidemment chez nous avec beaucoup de cortisone local et perorale. Est-ce qu'il faut avoir encore une vision? Oui, au moins une perception lumineuse. Il faut avoir 2 mutations, c'est-à-dire une faute dans le RPE65 de papa et une autre dans la copie de maman, ou la même mutation, ça n'a pas d'importance, mais 2 fautes doivent y être, et on doit identifier sur OCT, donc le scan de la rétine comme a indiqué Audrey, il faut voir par un spécialiste comme Audrey ou moi, ça doit se déterminer qu'il y a encore des cellules à cibler. On a à Gand, j'y suis presque, on a à Gand plusieurs thérapies qui se déroulent. Je viens de parler du Luxturna. Le Luxturna maintenant est le premier traitement, thérapie génique, pour une condition hyper spécifique, hein, pour que 25 patients en Belgique. Mais c'est un premier, quoi. C'est une première thérapie qui provoque maintenant un intérêt énorme. J'ai toujours eu beaucoup de travail, maintenant je bosse comme fou, quoi. Il y a des firmes pharmaceutiques qui sont intéressées et devant vous, je ne vais pas en parler en détail, vous voyez toute une liste de pathologies pour lesquelles des essais thérapeutiques à lesquels on participe à Gand. Donc, est-ce qu'il y a d'autres thérapies qui se développent? Oui, absolument. On le fait chaque jour. Actuellement, on voit donc l'intérêt qui est comme des champions. Il y a des firmes pharmaceutiques qui d'abord n'étaient vraiment pas intéressées, et maintenant, j'ai des coups de téléphone de toutes les firmes qui veulent participer dans ce secteur de thérapie génique pour des hérédodystrophie de la rétine. Et c'est quelque chose qui est très important. Je pense que le futur est positif, est rose. Il y a beaucoup à apprendre encore. Il faut vraiment étudier, étudier, étudier. À Gand, nous sommes actuellement le seul centre, possiblement pour maintenant le seul centre, mais j'espère que dans le futur, bien évidemment, beaucoup plus de centres vont se développer. Moi, je vais certainement y assister parce que si moi j'ai trop de travail et que j'ai besoin des autres, ça veut dire que beaucoup de patients peuvent en profiter. Et c'est cela qui est mon but. Je vais également vous montrer, si vous me permettez, juste pour quelques minutes, un vidéo qui est pour la plupart en français. Malheureusement, pour les patients qui ne voient pas, mon patient est flamand, il parle flamand, donc il y a des sous-titres, mais le docteur Fanny Nerings, qui est notre chirurgien vitro-rétinienne, parle français. Moi, je parle français également, donc l'essentiel va pouvoir se comprendre. Donc, je vais voir si ça marche. Voilà, et je vais me taire. Die verbetering die ik heb geboekt is voor mij ongelooflijk. Misschien is het een theorie op papier. Gaat het misschien maar over enkele procenten of kleine dingen, maar voor mij is dat gewoon ongelooflijk. Ik kon er alleen maar van dromen. Quand on regarde ce qui ne fonctionne pas dans une rétine pathologique, comme chez Talha, il y a le recyclage de vitamine A qui ne s'effectue pas comme il faut. Le recyclage de vitamine A qui est essentiel pour le bien-être de la rétine. Les 2 types de cellules photoréceptrices doivent utiliser de la vitamine A, je peux même dire use de la vitamine A qui doit se recycler au niveau d'une couche cellulaire qui est juste en dessous. Cette cellule utilise les 2 copies d'un gène qui s'appelle RPE65 pour produire une protéine
qui est essentielle. Et cette protéine RPE65 recycle cette vitamine A et rejette ça vers les photorécepteurs. Tala est un patient que je connais depuis son enfance. Pouvoir offrir à ce patient une thérapie qui vraiment augmente la vision de façon spectaculaire est vraiment un but que j'avais depuis longtemps, mais que je ne pouvais jamais atteindre. Aujourd'hui, ça s'est fait, donc je suis hyper heureux, je peux dire. Tala, effectivement, comme il est encore assez jeune, il a des cellules qui sont encore préservées et qui peuvent donc être des bonnes cibles pour la thérapie génique. Le traitement de Luxturna est en fait administré via une intervention chirurgicale sur la rétine. Le moment crucial de l'intervention est que nous injectons au centre de la rétine le produit, donc le Luxturna, qui contient la thérapie génique, donc sous la rétine par le biais d'une très très fine aiguille d'un diamètre de 0,1 mm. Nous faisons ça aussi à l'aide d'un scan de la rétine qui va nous permettre en permanence de contrôler déjà si nous sommes au bon endroit pour l'injection et de voir comment ce liquide en fait se disperse sous la rétine. Donc on a un contrôle pendant toute l'injection. Ce qu'on a effectué pour Tala, on a injecté donc 300 microlitres de liquide qui contient 150 milliards de virus. Les virus vont cibler l'épithélium pigmentaire, donner à ces cellules une nouvelle copie du gène dont Tala, de la nature, a 2 mauvaises copies. Le résultat final, c'est une amélioration de vue. Cette thérapie génique a été mise au point, enfin les recherches sont en cours depuis 20 ans. Cette thérapie, nous l'avons administrée pour la première fois ici en Belgique à l'UZGent, car nous bénéficions du remboursement par l'INAMI seulement depuis le 1er avril. Et l'UZGent est actuellement le seul centre pour la thérapie génique oculaire reconnu en Belgique. Ik weet zo wel dat de behandeling mijn levensstijl gaat veranderen. Ik ga veel zelfstandiger kunnen zijn. Ik zie veel beter in het donker gewoon. Mijn zicht die gaat niet meer achteruit. Wat ik heb, blijf ik behouden. Die sprong die is ongelooflijk. Ce qui est très bien maintenant, c'est que l'INAMI a accepté le remboursement de ce traitement très innovateur et donc ceci donne de l'espoir. Ceci ouvre des possibilités pour le futur, là où en fait on développe ici à Gand également plusieurs thérapies innovatrices. Et donc la Luxturna est la première thérapie qui est vraiment acceptée pour le remboursement par l'INAMI. Et moi, je suis très content de pouvoir l'offrir à mes patients. Voilà, je ne fais pas tout cela seul. Donc, une petite partie de notre équipe, je sais que ce sont presque tous ou toutes des femmes, mais en ophtalmologie, il y a beaucoup de femmes, en génétique également. Ça veut dire que les femmes sont vraiment intelligentes et travaillent très dur. Alors là, en fait, je vais stopper et je vais en fait